Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans cet épisode de Dom Talk, le podcast qui donne la voix aux ultramarins à travers leur parcours de vie. Ici on discute des problématiques des peuples d'outre-mer, représentés par la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et Mayotte, soit une population de 2,2 millions d'habitants et 3,4% de la population française. Je suis Nicolas, un jeune martiniquais sensible aux questions liées à la communauté afrodescendante et notamment antillaise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Gama, auteur du livre « Le jour où les Antilles feront peuple » à mon micro. Comment vas-tu, Mathieu ? Ça va très bien, Nicolas, et toi ? Ça va super. Je serais content de t'avoir à mon micro. Alors, actuellement, nous enregistrons cet épisode en Martinique, à Fort-de-France. Ouais, on profite de tes vacances. Oui, c'est ça, exactement. J'ai décidé de faire d'une pierre deux coups, voilà. Autant en profiter et aussi avancer aussi sur le podcast et les interviews. Alors Mathieu, du coup, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, nous dire du coup de quel département d'outre-mer es-tu originaire, raconter un peu ton parcours et du coup où tu as grandi. Alors, je suis Mathieu Gama, je suis l'auteur d'un essai qui s'intitule « Le jour où les Antilles feront peuple ». Dans la vie de tous les jours, je suis huissier de justice. Je suis originaire de Guadeloupe. Mon père est mornalien et ma mère est des Iradiennes. J'ai grandi une partie de mon enfance en Île-de-France où je suis né. Et j'ai passé de 7 à 21 ans en Guadeloupe. Voilà. Et du coup, comment tu as vécu la transition de l'Île-de-France à la Guadeloupe ? Ça a été une transition violente. C'était une transition très violente parce que... Très violente et en même temps, ça a été une transition géniale parce que je suis arrivé en Guadeloupe et je connaissais pas beaucoup ma famille. J'étais allé en vacances, mais bon, voilà, 2 mois dans l'année et encore. Je suis même pas sûr d'avoir fait 2 mois. Mais j'ai découvert ma famille et ça a été génial parce que j'ai pu m'inscrire dans ma généalogie, tu vois, dans l'histoire de ma famille. J'ai enfin découvert mes grands-mères, mes grands-pères, mes cousins, mes oncles, mes tantes, tu vois. Tu te rends compte que tu appartiens à une communauté de destin, mais en même temps à une communauté d'individus et ça m'a forcé à m'adapter, en fait. Mes cousins se sont un peu foutus de ma gueule, donc parce que je parlais pas créole, tu vois, je prononçais les R. Et donc, c'était assez loufoque pour eux, assez cocasse pour moi. Et j'ai eu de la chance, j'avais une voisine dans l'immeuble où on a été habité, j'avais une voisine qui était prof de créole et de français, et elle avait plein de bouquins, plein de contes créoles, en créole. Donc j'ai lu en créole très vite, et j'ai donc écrit le créole très vite aussi, donc je l'ai mieux parlé que mes cousins qui eux ne l'ont jamais appris dans les livres en fait. Et donc ça c'était génial, c'était ma revanche un peu, tu vois, sur le retour aux Antilles. C'est limite l'élève qui dépasse le maître, quoi. Voilà, c'est ça. À la rentrée scolaire, j'étais frais, j'étais propre, mon créole était nickel. Mais voilà, c'était génial de retrouver des cousins, de retrouver des gens qui te ressemblent, des gens qui finalement ont la même histoire que toi, qui partagent des choses et d'avoir ce lien avec mes grands-mères qui m'ont transmis des choses, qui me racontaient des histoires et tout ça. En fait, mon retour aux Antilles, je l'ai kiffé. C'était génial. Comment tu décrirais du coup la vie en Guadeloupe ? La vie en Guadeloupe, elle était rough. C'était rough parce que on est à cette époque-là, on est dans les années 85. C'est les années Timalon. C'est les années où Boissard, c'est le plus grand ghetto de France. C'est les années où on sort un peu du tumulte l'Ukrainette, tu vois, de nos velléités identitaires. Et c'était des années où je pense l'assimilation était à son maximum. Même moi qui est pourtant j'ai dans ma famille beaucoup de gens indépendantistes, ou en tout cas s'ils sont pas indépendantistes, autonomistes. Et j'entendais, je crois même que j'ai dû avoir ces discours-là, tu vois, j'ai dû dire des fois, ouais, mais attendez, on est français, voilà, c'est la France qui nous nourrit, tu vois, j'ai dit des choses comme ça, moi, gosse, parce qu'en fait, je sortais de France et que je comprenais pas, en fait, ce que c'était, pourquoi on agissait comme ça, parce que quand t'es jeune, tu te rends pas compte de certaines réalités économiques, sociales et tout ça, et donc t'es formaté, ton schéma de pensée même, tu vois, il est déjà dévoyé, en fait, par ce lien maternant, malsain et maternant et toxique en même temps à la France. Et donc, ça a été... pour moi, c'était découvrir cette Guadeloupe-là et grandir à l'intérieur de ça, mais ça a été vachement formateur.
Tu peux nous en dire plus sur ce que représente l'Ukrainnet? L'Ukrainnet, c'est plusieurs choses en même temps. C'est des espoirs déçus. C'est en même temps une espérance éclatante de contestation, tu vois. Donc il y a déjà un premier paradoxe, une antinomie là-dedans. Et en même temps, c'est de la résilience. Et en même temps, c'est aussi une période qui va mettre une sorte de chape de plomb sur toutes nos velléités, en fait. Quand la France a réglé le problème l'Ukrainnet, elle s'est donné les moyens d'avoir la paix pendant au moins 20 ans après, tu vois. Parce que lui avait été, avec d'autres évidemment, il avait été porteur de quelque chose, et la France a réussi à distiller une sorte de poison dans nos esprits en nous disant mais c'est quoi votre problème, vous voulez devenir comme Haïti? Et quand t'as dit ça, en fait, t'as atteint la peur chez l'homme, enfin chez l'individu de façon générale, et tu lui as montré qu'en fait la seule issue à une contestation avec la France, c'est de devenir comme Haïti. Et forcément ça a atteint nos psychologies, ça a atteint nos ambitions, ça nous a ruinés en fait. Ah oui, puisqu'en fait ça tue toute toute volonté d'émancipation, en tout cas de développement, parce que mais après ce qu'on nous dit pas, c'est que par rapport à Haïti, ils ont payé une dette aussi à la France, donc ça a ralenti leur développement. Donc c'est pas en dehors de ok, peut-être les politiques, ils ont fait de la corruption, ok machin, mais ok et tout, mais à la base quand même ça n'aide pas. Enfin, quand tu payes des milliards de dettes, tu pars avec un retard de développement qui est immense. Exactement, mais c'était voulu, parce que tu penses bien que si la France ne fait pas payer à Haïti une dette de décolonisation, mais t'as toutes ces autres colonies qui vont dire bonjour, nous aussi, on veut le même programme de décolonisation, tu vois, ça peut pas le faire. Tu parlais de la France qui est à la fois maltraitante et qui a un rapport maternel aussi maltraitant avec du coup les Antilles et voilà les départements en général. Toi, du coup, quel est ton rapport avec la France? Mais moi, je pense qu'il faut rendre à la France ce qui lui appartient. Faut enlever de nous-mêmes ce que la France veut qu'on garde d'elle. Tu vois, moi je suis dans... Le rapport que la France a aux Antilles est un rapport de manipulation. La France a placé des caïds dans nos rangs. Elle a aussi placé des manipulateurs dans nos rangs. Donc il y a aux Antilles, tu as des manipulateurs qui manipulent des caïds, mais tout ce monde-là est manipulé. Tu vois, quand tu as un scandale de l'eau en Guadeloupe, tu te rends compte que cet argent qui n'a pas été utilisé pour vérifier et remplacer les canalisations, il a servi à autre chose. Il a servi au financement occulte de partis politiques. Il a servi à des intérêts personnels d'une petite communauté. Et c'est juste intolérable qu'aujourd'hui, en Guadeloupe, en 2021, on te dise que tu habites au Gosier ou à Bémao, ou où tu veux, à Port-Louis, on te dise non, mais il ne faut pas consommer l'eau parce qu'elle est impropre à la consommation. Quand tu habites à des haies et que tu pries à chaque fois que tu ouvres le robinet parce que tu sais, au bout d'un moment, tu commences à avoir l'habitude que l'eau soit coupée, tu vois. Donc, tu sais, c'est tout un cérémonial quand tu vas au robinet, tu vois. Tu retiens ton souffle, tu vois, comme si ça allait permettre à l'eau d'arriver, tu vois. Tu jettes une pièce dans la fontaine. C'est ça, exactement. Mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. On parle du scandale du chlordécone et c'en est un. Mais la mauvaise gestion par nos politiques de la chose politique, ça a de nouveau ruiné nos espoirs. Parce que quand tu votes pour des gens pendant des années, tous ceux qui se sont succédés à la tête de la région et du département, et que tu as ce problème-là, tu te demandes si nous sommes capables de nous autogérer. Et donc ça fait reculer encore ces ambitions politiques d'autonomie ou d'indépendance qu'on pourrait avoir, parce qu'on se dit mais le choix de politique qu'on fait, il est moyen, il est vraiment moyen, parce que regarde le résultat. Donc on en est obligé d'appeler au préfet, tu vois, ça fait mal au cœur. T'appelles au préfet pour un plan hors sec, tu vois. Donc en fait c'est là où je te parlais de manipulation. T'es encore obligé de faire appel à la France pour obtenir de l'eau au robinet en Guadeloupe. De quémander, quoi, quelque part. Exact. Et donc la manipulation, elle joue à plein, parce qu'en fait, en plus, la population, n'ayant pas de leader, va se tourner vers l'autorité France
pour réguler un truc qui est essentiel à la vie, l'eau. Du coup, il y a encore cette image un peu, des fois dont on parle un peu du blanc sauveur, quoi. Ben voilà, exactement, c'est ça. Et c'est pour ça aussi, quand tu vois les représentations de Jésus de Nazareth, il est lumineux. Et l'homme blanc s'est arrangé pour ressembler à un homme lumineux. Donc même quand tu défends une foi ou quelque chose, tu vois, et ben tout ça c'est biaisé une fois de plus. Et un jour, de toute façon, du pire n'est toujours le meilleur. Je l'ai écrit souvent. Et comme on n'est pas loin du pire, ça veut dire qu'on est proche du meilleur. On va revenir un petit peu sur ton parcours. Pourquoi t'es parti en France hexagonale ? Parce qu'il fallait que je finisse. Alors j'ai fait toutes mes classes, collège Carnot, lycée Bainbridge. J'ai fait 3 ans de fac à Fouilleul. Et ensuite, je voulais devenir à la base magistrat. Pas huissier de justice, je voulais devenir magistrat. Et il me fallait faire une maîtrise à l'époque. Mention carrière judiciaire. Donc je suis parti à Paris 12. J'ai fait ça et j'ai passé le concours de la magistrature. Je l'ai pas réussi. Et ça m'a donné l'opportunité de faire une 5e année. Et c'est là que j'ai découvert le métier d'huissier de justice. Et ça m'a plu pour 3 choses. Parce qu'en fait, quand tu es huissier, tu es un juriste d'abord, mais tu es aussi un chef d'entreprise. Et puis tu es un manager. Et voilà, ce triptyque-là m'a bien botté. Je me suis dit, ok, c'est le métier que je veux faire. Tu gères des équipes, tu as un côté aussi entrepreneurial ? Exact. Tu mènes des projets. C'est-à-dire que tu crées une structure qui est une structure d'huissier de justice et qui délivre des actes, qui fait des constats, enfin, qui donne des consultations. Mais tu mets des politiques en place, c'est-à-dire quel genre d'études tu veux avoir. Est-ce que tu veux avoir une étude de conseil, une étude qui soit axée sur la qualité ou une étude qui soit axée sur le volume d'affaires. Et puis tu mènes des projets avec tes équipes. Donc tu diriges une équipe, tu manages une équipe, tu donnes des responsabilités, tu fais grandir les gens autour de toi. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Moi, j'ai toujours joué au basket toute ma vie. Et moi, les sports co, tu vois, où tu mets des choses en place, tu choisis une tactique, une stratégie, et voilà, tu connais tes forces et tes faiblesses, tu sais qui tu joues, en fait. Et tu mets les gens au bon endroit. Moi, j'ai souvent été capitaine de mes équipes, donc en fait, je porte ça en moi aussi. Et pour moi, c'était super important de pouvoir faire ça, de mener à bien des projets, surtout dans cette matière huissier de justice où tu es confronté aux difficultés des gens. Tu vois les gens dans la misère, dans la galère, des fois, tu les vois se débattre dans leurs difficultés. Et mine de rien, huissier, c'est un métier super social parce qu'en fait, tu viens en aide aux gens. Nous, les huissiers, on est peut-être les dernières personnes à écouter les problèmes des gens, vraiment, à leur dire, bon, vous en êtes arrivé là comment ? Et tu te rends compte que dans toute l'aventure judiciaire qui a été la leur, on leur a jamais posé cette question-là comme ça. Est-ce que le fait d'avoir grandi de tes 0 à 7 ans en Ile-de-France et le fait du coup de revenir après en Hexagone pour tes études, ça a facilité ce retour ? Ou t'as eu un choc ou pas ? Ouais, je pense que oui. Je pense que j'ai vu la différence déjà. Parce que voilà, de 0 à 7, je suis un petit garçon, je suis pas conscient de certaines choses. Quand j'arrive en France, j'ai 21 ans. Je vois la différence. Oui, à quel niveau ? À tout niveau, c'est-à-dire que déjà, quand on me regarde, on fait déjà une différence. Je suis pas le petit garçon de l'époque. Je suis un gars, je suis grand, je suis noir, je suis crâne rasé. Tu vois, à l'époque, c'était déjà... on était déjà dans le... J'étais dans le 94, tu vois, donc c'est l'époque de Kerry James, c'est Mafia Cafri. C'était dans les années 2000. Et donc je vois la différence. Et puis je commence à entendre des choses. Ah ouais, toi tu viens des Antilles. Mais en fait, l'ignorance crasse, quoi, de la France sur les Antilles. Les gens savent pas comment on vit, ils connaissent pas nos difficultés, et voilà. Et en même temps, ça m'a plu parce que ça m'a montré que le fait que le français soit aussi ignorant de la chose antillaise, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de chercher de validation chez lui, de reconnaissance ou de quoi que ce soit. Le français, il est dans son schéma d'occidental. Et nous, les Antillais, on n'est pas que des occidentaux. Donc en fait, l'enjeu sociétal pour nous, c'est de ne pas vivre comme des occidentaux chez nous, en fait. Et c'est cette validation, tu la recherchais, toi, ou pas ? Auparavant. Je pense que oui, quand je me suis construit en tant qu'homme, pendant que je faisais mes études, justement, j'avais envie qu'on me reconnaisse comme un gars qui... Tu sais,
forcément, quand tu es antillais, tu dois en faire plus que les autres. Et donc, j'ai été dans ce schéma-là à une époque, de vouloir, de revendiquer le fait que, ouais, comme moi, pour arriver au même niveau que les autres, j'ai dû bosser plus que les autres. Mais en fait, ce schéma de pensée, c'est une prison, en fait. On en a rien à foutre de ce qu'on doit développer comme effort pour arriver. L'essentiel, c'est d'arriver. Et on ne doit pas attendre que la France reconnaisse nos efforts ou pas, ou que la France reconnaisse que c'est plus difficile pour nous. C'est ce qu'on fait pour nous qui compte. Donc, laissons ça de côté. On a dû faire des efforts. Bah ouais, la vie, c'est faire des efforts. Donc, on a dû faire des efforts. Donc, on fait nos efforts. On fait nos efforts dans la mesure du possible pour ceux qui le peuvent sur nos territoires. Et pour ceux qui ne sont pas sur nos territoires, pour toute la population, j'ai envie de te dire, afro-diasporique française, on fait nos efforts vers nos territoires. C'est-à-dire qu'on fait les choses et on fait des choses en lien avec ce qui se fait chez nous. Et tant pis si on est taxé de ce qu'on veut. On s'en fout de toute façon. On s'en fout de ce que les gens disent. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait pour nos territoires. Et tu vois, quand toi, tu fais tes podcasts, là, ça me donne l'occasion de te dire merci, parce que moi, je trouve ça génial que tu ailles donner la parole aux nôtres, pour que nos autres nous écoutent et comprennent que c'est, mine de rien, c'est vachement important de savoir quelles sont les initiatives, je parle pas d'initiatives politiques parce que la politique, j'y crois pas non plus, mais quelles sont les initiatives citoyennes, associatives qui sont menées, et comment on fait, qui j'en nous a fait jonction, comment on arrive à connecter ce qui se fait dans le monde à ce qui se fait chez nous. Parce que chez nous, on fait des trucs géniaux, et on va continuer à faire des trucs géniaux, parce que on va pas attendre qu'on nous donne des autorisations pour faire ce qu'on doit faire pour nous. Et s'il faut nous marron, nous que marron. Oui, enfin, je partage aussi ça, c'est que je me dis, en fait, si on veut que nos situations changent, c'est à nous de prendre la responsabilité pour que ça change, et de mettre les actions en place, parce que personne ne le fera pour nous, à part nous. Et il n'y a que nous qui connaissons nos propres enjeux, donc on est les mieux placés pour les régler. Exact. C'est génial c'est génial qu'on soit en fait aussi nombreux là depuis quelques années à porter ce message-là, en fait. Il faut faire très attention. Il y a des choses. On sait, il faut, quand tu es dans un programme, il faut définir un cadre. Le premier cadre, c'est de se dire que l'amour de soi doit pas t'emmener vers la haine de l'autre. L'autre est ce qu'il est, et il est dans son schéma. Maintenant, qu'est-ce qui nous convient? Nous, Antillais, qu'est-ce qui nous convient? Et c'est ce qu'on doit faire. Et si on doit le faire hors cadre institutionnel, hors autorisation, on va le faire. Parce qu'on n'a pas à être autorisé à faire des choses. Tu vois? Moi, j'ai très mal vécu cette période de couvre-feu, confinement. Quand un préfet me dit non, tu fais pas ça, non, tu vas pas à la mer, non, tu vas pas à la rivière, ça crée un truc chez moi, tu vois. Il y a une sorte d'ancestralité là qui se réveille, et j'ai dit, mais attends. T'es qui, toi? Tu viens pendant 3-4 ans, enfin, je sais pas la durée du mandat du préfet, t'es parachuté ici, tu connais pas les réalités de l'île, et tu donnes des ordres. Et c'est pour ça que j'ai kiffé ce qu'on a fait en Martinique, c'est-à-dire que le préfet a dit pas de carnaval. Et c'est comme s'il avait pissé dans un violon, quoi. Ça j'avoue, je trouve que ça a été une des plus belles manifestations du peuple, et de ce que notre culture est aussi, puisque c'est une manifestation culturelle, de l'affirmation de, en fait, le carnaval c'est nous, et si on le fait pas, on en a besoin, en fait. Donc, Et au-delà même si on n'en avait pas besoin, on a décidé de faire un carnaval, c'est un truc qu'on fait tout le temps, et personne nous empêchera de le faire. Et voilà, et après on a fait une manifestation contre ce scandale d'État, de chlordécone, et t'avais encore plus de gens que pendant le carnaval. Donc voilà, il y a des choses on s'autorise maintenant à faire des choses. Cette génération s'autorise à faire des choses. La suivante en fera mieux. La suivante s'organisera. Il y a des gens il y a des gens en ce moment qui vont influencer nos prochains leaders, nos prochains décideurs. Et c'est génial. Ça va prendre du temps, mais tant pis. Ça a pris tellement de temps pour la France de nous mettre à genoux de cette façon-là qu'il n'y a aucune raison pour que ça prenne pas de temps pour qu'on se relève. Mais par contre, quand on sera debout, il faudra que la France apprenne à discuter avec nous, même pas d'égal à égal, mais juste qu'elle apprenne à discuter avec nous. Pendant qu'on a échangé du coup avant cette interview, tu m'avais dit que tu voulais qu'on mette l'accent sur le communautarisme antillais, notamment quand on est en hexagone, du coup le fait de s'entraider entre Guadeloupéens, Guyanais, Martiniquais, etc. Pourquoi du coup? Pour une raison simple en fait. Moi j'ai découvert quand j'étais étudiant que quand je suis parti,
qu'en fait, quand on est en territoire hexagonal, on est tous les mêmes. Tu sais qu'un Guadeloupéen, c'est un Guadeloupéen quand il ouvre la bouche. Tu sais qu'un Martiniquais, c'est un Martiniquais. Tu sais qu'un Guyanais, c'est un Guyanais. Pourtant, on est tous ensemble. On est tous dans les mêmes soirées d'intégration et de désintégration. Tu vois? Donc, on fait tous Paris-Montpellier en voiture en partant à midi de Paris. Tu vois, pour aller en soirée, on arrive à 2h du matin. Tu vois? On a tous fait ça. Et pourtant, ici, voilà, c'est tellement bien organisé, cette espèce de confrontation Guadeloupe-Martinique. Ah ouais, le Guadeloupéen, il est comme ça. Ah ouais, le Martiniquais, il est comme ça. Mais en fait, on est dans le même enjeu. Et ce qu'il y a de pire, c'est de nous entendre parler de la communauté haïtienne, par exemple. Tu vois, et ça, c'est un truc qui me blesse. Qui me blesse parce qu'en fait, on est de la même façon que le français est crassement ignorant de la chose antillaise. Le Guadeloupéen et le Martiniquais est crassement ignorant de la chose haïtienne. Haïti, c'est un territoire où il y a de l'or. Peu de gens le savent. C'est un territoire où il y a du pétrole. Peu de gens le savent. Et peu de gens savent que l'or et le pétrole d'Haïti sont des réserves fédérales des États-Unis, donc qui sont pas exploitées par des Haïtiens. C'est pour ça que la France y était aussi. C'est pour ça que la France et les États-Unis se battent pour mettre des gens à la tête de ce pays et déstabiliser le pays, parce que plus un pays est déstabilisé, moins il prend son destin en main. Et quand les Haïtiens arrivent chez nous, c'est la même chose pour Sainte-Lucie ou pour les Dominicains, quand ils arrivent chez nous, et qu'on a ce sentiment d'aversion, tu sais, on regarde nos voisins caribéens avec un œil impérialiste, avec un œil français pour le coup. Et bien ça marque la schizophrénie antillaise. C'est-à-dire qu'on est capable de critiquer le rapport que l'homme blanc nous impose, mais on est capable de répéter ce rapport de domination sur des nations qui sont nos voisines, qui sont pas françaises, mais qui au moins, elles, ont la fierté d'avoir pris leur destinée en main. Moi, je pense que ça vient du fait, effectivement, que on est occidental en partie. Du coup, certains se sentent plus occidentaux que les occidentaux. Et du coup, ils ont un peu ce rapport de mépris. Puis aussi, comme économiquement, Haïti, malheureusement, ils ont une situation compliquée. Du coup, et que nous, entre guillemets, on est développés, mais bon, voilà, parce que on est dans un certain cadre, ils se permettent de mépriser ces territoires-là, quoi. Alors que, en vrai, on est le même peuple. Je veux dire, on est tous arrivés par les bateaux. En même temps. J'ai un pote qui dit souvent que en fait t'es Guadeloupéen parce que le bateau il a fait un stop là et qu'il t'a déposé. Sinon tu serais haïtien ou tu serais jamaïcain ou tu serais autre chose, tu vois. Donc en fait ça dépend de la station à laquelle t'es descendu, quoi. Ton métro il s'est arrêté là, gars. Vas-y descends. Ah t'es martiniquais, bon bah d'accord. Mais ce que tu dis est vrai et en même temps c'est tellement choquant qu'on se dise qu'on vive autant à l'occidental alors qu'on plante rien. Quand tu plantes que de la canne et de la banane, tu vas faire du rhum et tu vas exporter ta banane sur un marché protégé européen parce que la banane africaine est un peu freinée, tu vois. Mais techniquement, quand tu as autant de terre, quand tu as autant d'ensoleillement, quand tu as autant de force vive, de jeunesse, et tu plantes rien dans ton pays, mais tu vas récolter de la délinquance et de la violence. C'est tout. Non, c'est très vrai. C'est très vrai. Mais oui, non, mais c'est vrai que ce sont des... Comment dire ? En fait, on ne produit pas de produits à faute de valeur ajoutée, en fait. Donc, en tout cas, à part le rhum qui est reconnu, et encore la banane aussi, elle est subventionnée. Donc, en fait, on sait qu'on n'est pas compétitif vis-à-vis des bananes sud-américaines et africaines. Et c'est grâce au fond de l'Europe que ça fonctionne. Mais en vrai, si on retire ça, on est beaucoup trop cher et ça passerait pas, en fait. Mais je vais te dire, ton analyse économique est fondée. Où est-ce qu'on voit la Martinique et la Guadeloupe créer des choses à forte valeur ajoutée qui vont aller concurrencer des trucs fabriqués en Chine ou ailleurs dans le monde ? C'est impossible. Par contre, qu'on produise des choses aux Antilles qui nous nourrissent. Je parle juste de nous nourrir, hein, tu vois. Je vais pas chercher un truc genre on va créer un truc hyper rare. Je dis juste donner à manger à son peuple. L'autosuffisance alimentaire, quoi. Tu veux tuer la Guadeloupe ? Tu veux tuer les Guadeloupéens ? Tu fermes le port. Tu fais la même chose en Martinique. Et tout le monde meurt. Et c'est tout. Et on continue à voter pour des gens qui fonctionnent très bien dans ce système-là. Je parlais de manipulateurs aux Antilles. Sur les manipulés, nos élus sont des manipulateurs manipulés. C'est tout. Quand tu es en Hexagone, comment tu as vécu l'éloignement avec ton département ? Pouh, ça t'aide.
Ça a terrible. Et heureusement, alors la chance que j'ai eue, moi, c'est que j'avais mes tantes. J'ai beaucoup de tantes des deux côtés, de mon père, du côté de mon père et du côté de ma mère. Ils ont beaucoup de frères et sœurs. Et il y en a beaucoup qui vivent en Île-de-France. Donc j'allais manger souvent chez ma tante Katie à Villepinte. J'allais manger chez mon parrain à Hermont, dans le 95. J'allais manger chez mes cousines. On faisait tout le temps des trucs. Le week-end, on était en mode ambiance parce qu'il fait froid, parce que c'est pas. Je pense que déjà c'était pas un climat pour moi. Voilà, je suis parti. Je suis revenu à une époque où je commençais à développer une sorte de neurasthénie et de narcolepsie, tu vois. J'avais envie de dormir tout le temps. J'étais pas bien. Ça veut dire quoi, neurasthénie? C'est quand tu as une fatigue mentale, mais qui est liée au manque d'ensoleillement, en fait. Et tu vois, quand tu te lèves le matin et que, voilà, tu te lèves à 7h du mat, il fait nuit. Il fait nuit, tu rentres le soir, il fait nuit aussi. Tu rentres le soir, il fait nuit, mais... Ça tue le moral, ouais. Mais non, mais t'as envie d'acheter une corde, tu vois. C'est tout. J'ai pleuré, moi, dans le métro, dans les transports, quand j'allais faire mon stage d'huissier. Et que j'étais là sur le quai avec des gens, ils ont le regard livide, blafard et tout ça. Et je me disais, mais c'est ça ma vie, mais moi je suis un Antillais, moi j'ai besoin de soleil, j'ai besoin d'entendre un coq chanter le matin à 4h pour lui envoyer des pierres et lui dire, hey, gars, laisse-moi dormir encore. Mais tu vois, j'avais besoin de ça et ça m'a beaucoup manqué et d'ailleurs, Dieu merci, ça m'a manqué parce que c'est pour ça que je suis revenu. À quel moment t'es revenu du coup en Martinique? Alors je suis revenu en Martinique en 2005 parce que je me suis marié à cette époque-là et j'ai dit à ma femme, on va pas élever d'enfants en France, quoi. Parce que mes parents sont restés coincés dans ce piège-là, tu vois. Et ils se sont mariés, ils ont eu ma sœur d'abord, moi ensuite, et ça a pris du temps en fait avant qu'ils trouvent une opportunité pour rentrer. Nous, on s'est mariés, ma femme venait d'être diplômée infirmière, moi je venais d'être diplômé huissier. Et tu sais, on a souvent ce rapport à l'Hexagone en disant bon, on va prendre un peu d'expérience et tout ça, mais ça c'est un piège à con en fait. Tu prends un peu d'expérience et tu pars jamais en fait. Parce que le temps passe et oui, c'est ça. Si tu prends pas la décision de partir, en fait, tu partiras jamais. Ouais. Exact. Et puis tu crées, tu fais de ton inconfort une zone de confort. C'est-à-dire que tu t'en contentes. Tu es dans un inconfort confortable, je vais dire finalement. Tu étais là dans une sorte d'équilibre instable, une homéostasie, un truc où t'es pas bien, mais bon, tu sais que tu peux rentrer en vacances, donc tu vas rester, tout ça. Et en fait, c'est un piège. C'est un piège et en même temps, le pays, il a besoin de toi. Le pays t'appelle et t'a dit... Tu sens toi-même une vibration. Et moi, j'ai senti ça très tôt. Et j'ai eu de la chance, mon épouse était d'accord. On a cherché en Guadeloupe, on a cherché en Martinique. Ça s'est décidé en Martinique et on est rentré ici. D'accord. Comment il s'est passé ce retour? Est-ce qu'il était difficile à organiser? Ça a été, je t'ai dit rough tout à l'heure, vivre en Guadeloupe, ça a été encore plus rough le retour. Ça a été plus rough et ça a été vachement formateur. J'avais rendez-vous avec un huissier, j'avais pris rendez-vous avec un huissier de Guadeloupe, de Pointe-à-Pitre. Le mec il me reçoit, ça se passe bien, on discute, il me dit ok, pas de problème, on fait ça à telle date, ok, je vous embauche. Et je rentre à Paris, je lui envoie, donc je donne congé, je démissionne et je lui envoie tout ça, congé et démission, et je lui dis voilà, je lui écris en recommandé, je lui dis voilà, conformément à ce qu'on s'est dit lors de notre entretien, voilà mon congé, voilà ma démission, donc je suis disponible, est-ce que vous pourriez me retourner une confirmation de l'embauche et tout ça, parce qu'on en a parlé, mais on n'a rien signé. Et le mec, il me répond, et il me dit qu'il veut plus jamais entendre parler de moi. Ok. Violent, rough. Et je dis, mais alors, j'essaie de l'appeler, le mec, il me répond pas, et tout ça, machin. Et en fait, je comprends qu'il a été vexé du fait que je lui ai envoyé, que je lui ai demandé la lettre d'embauche, que je lui ai écrit en recommandé. Tu vois la mentalité un peu? Genre, je lui ai donné, je l'ai mis en demeure. Tu vois, la susceptibilité de l'antillais à 2 balles. Et alors, c'est pas l'antillais qui est à 2 balles, c'est sa susceptibilité. Mais et donc ça m'a déstabilisé parce qu'en fait voilà, j'avais démissionné, j'avais donné congé de mon appart, ma femme était en pleurs. Je me suis dit mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais ça se passait trop bien, qu'est-ce qui se passe?
Et en fait, ça m'a donné l'opportunité de... J'ai poursuivi mes recherches en Martinique, pour le coup. Et là, j'ai trouvé un gars qui était là, un huissier blanc, qui lui m'a dit non, mais il n'y a pas de problème, moi ça m'intéresse, venez. Voilà, pour le coup, j'ai dit attendez, ok, je viens, on passe l'entretien. Je lui ai dit mais par contre, j'aurais besoin d'une confirmation que ça se fait. Il m'a dit il n'y a pas de problème. Et voilà, il me l'a donné. Et en fait, c'est un peu grâce à cet épisode malheureux que j'ai pu m'installer en Martinique et donc développer mon activité d'huissier. Et voilà, donc, tu vois, ça. J'ai tendance à dire qu'il faut jamais blâmer une contrariété parce que c'est des bénédictions déguisées en fait. Tu vois, il t'arrive des choses qui sont difficiles et en fait c'est parce que l'univers a mieux pour toi. Et donc voilà, je suis ici depuis 2005 et je suis vachement heureux et je pense même que je suis plus heureux que ce que je ne l'aurais été en Guadeloupe. Et oui, parce qu'effectivement, quand une porte se ferme, d'autres s'ouvrent, donc au final, oui, on rebondit en fonction des difficultés. Mais plus qu'à rebondir, en fait, faut savoir lire. Non pas entre les lignes, mais il y a un truc très important à mon sens dans la vie, c'est la foi. Alors je parle pas de la foi religieuse, je parle vraiment de spiritualité là. L'univers entend ce que tu lui envoies comme demande. Tu envoies tes requêtes et il les traite en fait. Et si tu as confiance en l'univers, techniquement, il s'associe avec toi pour donner vie à tes projets. C'est pas exactement là où tu l'avais prévu, mais c'est là où ce sera le mieux, en tout cas. En termes d'adaptation, de création de ton cercle social quand tu es arrivé en Martinique, parce que du coup, tu n'y avais jamais vécu. J'y avais jamais vécu. Comment ça s'est passé ? Très simplement, j'ai une belle famille formidable. Donc ça s'est super bien passé avec toute ma belle famille. Et puis j'ai recommencé le basket ici en Martinique, je me suis fait des potes, et puis voilà. Et puis en fait, quand tu fais ton job correctement, et puis quand tu es quelqu'un de correct, les choses viennent à toi de façon assez simple. Et du coup, est-ce que tu dirais qu'il y a des différences entre les modes de vie en Guadeloupe et Martinique ? Ouais, il y a des différences. Il y a des différences, et de mon point de vue de Guadeloupéen, Martiniquais, je trouve que c'est des choses qui se conjuguent. Parce qu'en fait, ce qui est génial quand tu es en Guadeloupe, c'est de venir en vacances en Martinique. Et ce qui est génial pour un Martiniquais, c'est de venir en vacances en Guadeloupe. Parce qu'en fait, t'as l'exotisme de la différence. Et en même temps, t'es dans ton truc, t'es dans ton bail. Tu sens que t'es dans la même vibe. Il y a des différences, mais elles se conjuguent tellement bien ça devient un complément du truc et en fait tu voyages en allant pas très loin. Et ça c'est vraiment, pour moi c'est vraiment cool et je le vois avec mes enfants. Ils vivent ici en Martinique et ils kiffent aller en Guadeloupe parce qu'il y a un autre truc. Ils sont dans leur élément et en même temps c'est différent. Et cette dualité-là est vachement intéressante. On va parler un peu de ton livre. Tu as écrit « Le jour où les Antilles feront peuple », donc un livre où tu partages ta vision de l'identité antillaise et questionnes l'ambition des populations des Antilles à faire peuple. Pourquoi tu as voulu écrire cet ouvrage ? C'était à visée thérapeutique. Parce que, comme je t'ai dit, moi je suis né en Île-de-France. Donc j'ai eu une vision du monde francilienne, on va dire, au départ de ma vie. Après j'ai une vision guadeloupéenne et ensuite une vision martiniquaise. Et en même temps, voilà, je pense que dans ma vie, dans ce rapport France-Antilles, j'ai fait le tour du cadran. J'ai été à tous les points. Je me rappelle de discussions avec mes oncles qui, pendant la Coupe du Monde, disaient « Ouais, moi, je suis pour le Brésil. » Et je me rappelle avoir dit un jour à mon oncle « Ouais, mais qui est-ce qui paye ton salaire? C'est le Brésil ou c'est la France ?» Tu vois ? Restons factuels. Exact. Tu vois ? Et il m'est arrivé de dire des choses comme ça. Et en même temps, aujourd'hui, tu entends mon discours. On peut pas rester dans cette position-là. On peut pas être plus français que le sont les Français. Au mieux, on prend une tangente corse ou basque. Mais on n'est pas que français. Et on peut pas être plus français qu'autre chose. On est d'abord des descendants d'Amérindiens. Donc on peut pas dire... on peut pas défendre la France mordicus alors que la France a commis des génocides chez nous, quoi. On peut pas défendre la France alors que la France a tenté d'effacer une partie de l'histoire des Antilles. On peut pas défendre la France alors que la France a mis en place des systèmes pour que l'estime des Antillais soit à moins 40 sur l'échelle. On peut pas défendre la France alors que la France a commis et commet encore autant d'atrocités sur nos terres. L'esclavage, ça en fait partie. Mais il n'y a pas que ça. Le pire, je pense, pour les Antilles, ça a été la colonisation
Et ensuite, la départementalisation. Ça a été violent. Parce qu'en fait, ça a fait de nous un peuple empêché. Un peuple empêché de faire peuple, un peuple empêché de contrarier même dans sa lutte pour le bien commun, pour l'intérêt général. Aux Antilles, on n'a pas cette notion du bien commun. On fait pas des choses pour le bien commun. On fait des choses chacun dans son secteur, chacun pour sa gueule, chacun pour... Et c'est seulement quand on est confronté à la misère générale, dans un milieu qui est pauvre, qui est miséreux, là tu vas retrouver ces valeurs-là de solidarité. Et en fait, il faut qu'on puisse exporter toutes ces valeurs de solidarité, d'entraide, à d'autres niveaux de confort ou de développement. Et le développement économique des Antilles, il peut pas être dépendant du nombre de bateaux qui arrivent, quoi. C'est pas possible. Faut qu'on se prenne en main. Faut déjà qu'on se donne à manger. Le jour où les Antilles feront peuple, le jour où on décidera que dans tous les projets qu'on monte, on les monte sous forme de coopérative. Les Antilles feront peuple le jour où, si on doit créer des sociétés d'économie mixte, qu'elles soient ouvertes, que l'actionnariat soit ouvert à tous les Guadeloupéens ou à tous les Martiniquais, tu vois, pour qu'on ait un droit de regard sur ce que font les politiques, qu'on leur pose des problèmes en fait, qu'on leur pose de réels problèmes en termes de conduite de projet. Les Antilles feront peuple le jour où on étudiera Hugo, Balzac, Rabelais, Ronsard et d'autres en études spécialisées, tu vois, en licence ou en maîtrise, mais que du collège au lycée, tu vas étudier Maryse Condé, tu vas étudier Ernest Pépin, tu vas étudier Patrick Chamoiseau, Confiant, Aimé Césaire et d'autres. Mais ça, c'est pour les petites classes. Faut que tu saches que il y a des gens chez toi qui écrivent, il y a des gens chez toi qui chantent, il y a des gens chez toi qui sculptent, il y a des gens chez toi qui kiffent l'agriculture, qui kiffent leur rapport à la terre, à faire pousser des choses, tu vois. Bah, ce jour-là, les Antilles feront peuple. Tout simplement. Pour toi, ça passe vraiment par un réapprentissage, enfin un apprentissage même de création de solidarité, de lien entre nous, et aussi notre histoire et de notre valeur aussi. Il y a de ça, mais ça, c'est un discours que nous ont servi déjà nos politiques, en nous disant, ouais, faut être solidaire. Mais faut être solidaire que quand vous êtes dans la galère. C'est-à-dire que dès qu'il y en a un qui sort la tête de l'eau, eh ben, il va être rattrapé par les autres pour le couler. Alors qu'en fait, il faut comprendre que s'il y en a un d'entre nous qui réussit quelque chose, il crée une spirale de réussite. Et qu'il faut que les autres s'engouffrent dans cette spirale de réussite en faisant des efforts aussi. Et en emmenant avec eux ceux qui sont avec eux. Tu vois? Donc des fois, ben ouais, ça va coûter plus cher de bosser avec un Guadeloupéen, ça coûterait moins cher de faire venir quelque chose, mais on peut avoir cette discussion-là avec le frère Guadeloupéen ou le frère Martiniquais, on lui disait, écoute, moi, j'ai décidé, par principe, de bosser avec toi, comment on peut faire, parce que regarde, à côté, ils me le font moins cher, comment tu veux qu'on s'organise pour que tu puisses me le faire rentrer au même prix? Écoute Mathieu, on arrive bientôt à la fin de notre échange, mais j'ai encore quelques questions pour toi. Du coup, je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce podcast? Parce que ce que tu fais, c'est génial, mec. C'est tout. Ce que tu fais, c'est génial, et moi, j'ai pas l'arrogance de dire que je vais changer les choses. Mais je vais participer au changement. Et participer au changement, ben, ça veut dire qu'il y a peut-être un gars ou une fille qui va écouter ce qu'on vient de faire, et qui va écouter les autres podcasts, et qui va se dire, ok, je savais pas qu'il y avait des gens de chez nous qui pensaient ça. Je savais pas qu'il y avait des gens chez nous qui avaient le courage de dire ça. Et il va se sentir, ou elle va se sentir moins seule. Ça influencera un jour quelqu'un qui prendra des décisions, qui incarnera quelque chose pour les Antilles. Et ce jour-là, ben, que je le sache ou pas, ben, je serai fier de voir ça émerger. Tu l'as un petit peu évoqué auparavant, mais qu'est-ce que tu souhaiterais pour l'avenir de la Martinique et la Guadeloupe? La fierté, tu vois, qu'on développe, non pas le sentiment de fierté, mais des raisons d'être fier. C'est différent, tu vois. Parce que le sentiment de fierté, en fait, un sentiment, c'est plusieurs émotions qui s'entremêlent. Et ça crée un sentiment. Donc, en fait, un manipulateur, il pourrait très bien créer des émotions chez nous pour justement provoquer ce sentiment de fierté. Je te donne un exemple. Si je te dis Teddy Riner, Marie-Jo Pérec, Jocelyn Angloma, Lilian Thuram. Je souris déjà. Tu vois, tu souris. T'as le smile. Ok. Le sentiment de fierté, il est là. C'est des gens qui représentent. Je te dis Kassav. Je te dis Jean-Michel Rotin, je te dis Malavoie, et tout de suite, tu vois, tu te dis, ouais, non, on est là, on est présent. Ok, on a le sentiment de fierté. Est-ce que structurellement, tout ce que je viens de te dire, ce sont des raisons structurelles d'être fier? C'est bien de les avoir, mais c'est pas non plus
comment dire, ça reste très cloisonné, quoi. Ça Exact. reste sport et divertissement. Musique, exactement. C'est pas entreprise, c'est pas politique, c'est pas... Enfin, ok, on a des grands auteurs, mais comment dire, il n'y a pas de genre de monument, je sais pas, enfin, c'est pas... Oui, enfin, ça reste très... Et ben voilà, c'est pas très tangible, enfin, je dis pas, je renie pas l'accomplissement de Teddy Riner, mais je veux dire en termes de... Comment dire, je sais pas, aux États-Unis, il y a New York qui a juste tu penses à New York, tu rêves déjà, enfin. exact. Des choses comme ça, des choses qui sont, oui. C'est de ça dont je parle. Tu as parlé d'intellectuels, la pensée de nos intellectuels n'a pas connu d'aboutissement politique, par exemple. Et moi, je suis très fier de Teddy Riner, par exemple, et j'espère que non seulement sa présence va ouvrir des ambitions pour les autres, mais que structurellement, autour de ça, on va construire un système autour de sa réussite, tu vois, parce qu'en fait, une société, elle révèle sa personnalité profonde en fonction de la façon dont ses membres réagissent à la réussite de certains d'entre eux, tu vois. Et en plus, notre société, elle a montré qu'elle potentiellement peut être hautement évoluée dans sa façon de gérer sa jeunesse et ses personnes âgées, tu vois. Donc, moi, je veux être fier d'une Guadeloupe et d'une Martinique où, voilà, on prend soin de nos aînés et on fait le job pour nos enfants, tu vois, où on ne laisse pas l'éducation nationale éduquer nos enfants. L'éducation nationale, c'est l'éducation nationale de la France, tu vois. Donc, le rapport est sensible à ça. Et c'est moi, c'est ce qui me... Quand je parle de fierté, je parle de ça, de choses accomplies. Alors, pas seulement accomplies par nos sportifs et nos chanteurs et nos artistes et autres, mais aussi par ce que la population va accepter de mettre en place. J'en ai parlé tout à l'heure vite fait, mais je parle de coopérative. Quand on a un projet, ok, il y a le modèle social, je monte une SAS, je monte une SARL. Il y a aussi la coopérative. Et la coopérative, elle vient faire la différence. C'est anormal qu'on n'ait pas déjà monté une banque qui soit à nous, pas une banque qui soit une sorte de département... d'une caisse, voilà, une caisse régionale, un truc comme ça. Non, qu'on crée nos propres trucs. Parce que, moi, une de mes convictions, c'est que le respect, ou en tout cas, le respect, ça passe aussi par en fait, on est dans un monde capitaliste. Du coup, c'est la puissance économique qui fonctionne et qui a un poids. Et je veux dire, quand on regarde la Chine, le Japon, même toute l'Asie du Sud-Est, qui dans les années 60-80 étaient des pays pauvres, maintenant qui sont puissants, l'Europe et les États-Unis, ils les regardent avec méfiance parce que peu importe la considération qu'ils ont pour eux, qu'ils aiment ou pas les Chinois, les Japonais, peu importe, ils sont obligés de composer avec eux parce que ils sont dépendants d'eux, qu'ils pèsent économiquement. Donc en fait, c'est ce vers quoi il faut tendre. Après, on peut critiquer ou pas le capitalisme, mais c'est pour l'instant le système dans lequel on est. Donc si on veut être présent, en tout cas être considéré dans ce monde-là, ça passe par là, je pense. T'as raison sur le système capitaliste. Le système capitaliste est aussi un système qui va développer des dépendances. Le premier but pour les Antilles, c'est d'être économiquement indépendante. Donc déjà de couper ce cordon ombilical avec la France qui nous pose problème. Mais c'est pas pour en créer un autre avec une autre nation, tu vois. Tu vas passer de l'arrachement à l'attachement et en fait ça aussi ça crée une dépression identitaire. Ce qui serait bien, c'est qu'on arrive déjà à se nourrir, à s'autosuffire sur plein de choses. Parce que quand tu es autosuffisant, t'es libre. Et ça crée de la fierté aussi, tu vois. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Dans un système capitaliste, le but ultime, c'est l'accroissement des richesses. On peut, lorsqu'on est libre, décider, toujours au sein d'un système capitaliste, de mettre l'accent sur l'accroissement du bien-être des membres de la population. Et ça fait la différence. On va créer des richesses, certes, économiquement, financièrement, mais on va les réinvestir dans notre manière de vivre. Dans la santé, l'éducation, par exemple. Dans la santé, l'éducation, exactement. Et en créant ça, ensuite, tu peux même y agglomérer toute ta population diasporique. Et là, tu deviens une nation à l'intérieur même d'autres nations, tout en étant libre. Et ça ferait de nous des entités à part. Pour finir, si tu avais un message à passer aux Guadeloupéens et aux Martiniquais, lequel serait-il ? Ce serait, je voudrais parler alors à toute ma communauté, à tout mon peuple. Je voudrais parler à mon peuple d'art de permettre. Dans la vie, on parle beaucoup de lois mystiques. Et il y a un truc en particulier, c'est de permettre à l'autre d'être celui qu'il a décidé d'être. Parce qu'en affranchissant l'autre, on s'affranchit soi-même. Certains d'entre nous vont faire des choix, des choses, vont tenter des aventures. Et même si on n'est pas toujours d'accord, il faut qu'ils aillent au bout de ces expériences-là. Parce qu'en fait, l'expérientiel de l'un devient l'expérientiel de l'autre.
Une fois qu'il y en a un qui a tenté quelque chose et que ça fonctionne, il ouvre des voies. Et même si ça fonctionne pas, il a donné de l'ambition à d'autres. Et voilà, si on développe chez nous l'art de permettre, on devrait faire peuple rapidement. Bah écoute Mathieu, je te remercie beaucoup pour je t'en prie. Merci beaucoup pour ta participation à Dumb Talk. Chers auditeurs et auditrices, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Je vous encourage à aller acheter le livre Le jour où les Antilles feront peuple et à le lire. Retrouvez nos épisodes sur toutes les plateformes d'écoute que sont Apple Podcast, Deezer, Spotify et SoundCloud. N'hésitez pas à laisser les commentaires et noter 5 étoiles cet épisode et à le partager également. Je vous dis à bientôt et bon courage, en lot de soleil et plis fos.